Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis très flatté de venir à cette école prestigieuse. Quand je vois le panel d'intervenants, notamment dans les films, on m'a mis la barre du challenge un petit peu haute, mais c'est très bien. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qui devrait, et qui commence d'ailleurs à révolutionner notre vie et qui va le faire de manière très impactante dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle la biologie synthétique. Vous savez que depuis en gros 30-35 ans, la biologie a fait d'énormes progrès, elle a explosé essentiellement à travers toute investigation qui a été faite sur le génome humain, c'est-à-dire sur le patrimoine génétique humain, et toutes les technologies, tout le savoir issu de cette aventure a eu des retombées sur en fait tous les systèmes biologiques que nous sommes actuellement en train de découvrir et d'exploiter. Alors, pour expliquer un peu ce qu'est la biologie synthétique, je zappe là. Ah, vers l'ordinateur, d'accord. Voilà, c'est bon. Je voudrais citer un monsieur qui s'appelle Greg Venter, qui vous a été d'ailleurs très brièvement présenté dans le film d'introduction, qui est un biologiste dont je vous parlerai un petit peu après. Et il a dit il y a quelques années ceci: on passe de la capacité de lire notre code génétique, c'est ce qui a été fait là depuis 20-30 ans, à la capacité de l'écrire. Et ça, c'est fondamental comme changement dans l'approche de la biologie, parce que cela nous donne le pouvoir de créer des choses encore jamais vues. Alors, Greg Venter, pour la petite histoire, c'est un monsieur qui a... alors, je ne sais pas quelle touche. C'est bon. C'est un monsieur qui avait déjà challengé dans les années 90 tout le consortium international d'universités qui voulait séquencer le génome humain. Lui tout seul, avec une équipe bien organisée, l'a fait en 2 ans. Et là, l'année dernière, il a produit une publication qui, selon moi, est capitale dans la science biologique. C'est qu'il a créé la première bactérie artificielle in vitro avec un génome complètement synthétique. C'était dans Nature. Vous pourriez m'expliquer quel bouton, parce que je ne suis pas sûr de bien maîtriser ça. Celui de droite. D'accord. Voilà. Donc c'est un article dans Science dont je vous donne les références. Alors, expliquer un petit peu autrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la biologie synthétique, eh bien, c'est en fait de l'ingénierie du vivant, qui va nous permettre de créer des êtres vivants originaux, de novo, dans le laboratoire, et qui seront designés, dessinés à façon pour une utilisation qu'on voudra bien leur donner, et en gros pour assurer des fonctions qui peuvent être très simples, mais aussi très compliquées, très complexes. Donc, il faut bien comprendre qu'il s'agira de pouvoir créer des êtres vivants, de novo, en dehors des lois de l'évolution. Hein, tous les êtres vivants que vous voyez autour de vous dans la nature, que ce soit les arbres, les animaux, les bactéries, les algues, etc., sont issus d'une longue évolution avec des pressions sélectives qui ont fait que, en combinant le hasard et la pression sélective, eh bien, vous avez des plantes qui vont vivre dans l'eau, d'autres dans le froid, des animaux qui vont avoir des poils, des plumes, etc. Et bien là, on va bypasser tout ça, et à partir des connaissances acquises sur le génome, les génomes, pour être plus exact, eh bien, on commence à comprendre un peu comment ça marche, et on va se dire, ben, on va prendre une pièce ici, on va prendre une pièce là, et on va refaire quelque chose de nouveau. Alors, les OGM, les fameux organismes génétiquement modifiés, sont je dirais, les premiers organismes issus de la biologie synthétique, mais c'est vraiment le b.a.-ba, c'est le balbutiement de ce qui va être fait dans l'avenir. Les écologistes ont encore des beaux jours devant eux, des bons soucis à se faire, car il est clair que dans l'avenir, vous aurez des organismes multigéniques. Hein. Actuellement, ce que l'on fait, on prend une espèce naturelle, on va lui rajouter un gène d'une autre espèce. Donc c'est quelque chose encore de très peu créateur, de très peu innovant.
Par contre, dans l'avenir, carrément, des collections de gènes, ça va être un génome complet qui va être reconçu. Alors, comment ça va marcher? Alors, c'est un peu comme un jeu de Lego, hein, dont les briques, les éléments de base, seront des gènes. Vous savez qu'un gène code pour une protéine, et cette protéine va assurer une fonction. L'avantage du code génétique, c'est qu'il est universel. C'est un peu comme Word de Microsoft, ça marche sur tous les ordinateurs. Et bien là, c'est pareil, le code génétique est universel, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un gène de tomate, le mettre dans une bactérie, le mettre dans une vache ou dans une pomme de terre, ça marche, et vice-versa. Et donc, ça nous donne, en fait, dans ce jeu de Lego, un nombre de pièces inimaginables, puisque tous les gènes qui existent dans la nature peuvent être utilisés, mis ensemble et travailler ensemble. Alors, c'est une vision un petit peu simpliste quand même des choses, car en fait, avec les progrès de la biologie actuelle, on s'aperçoit que le concept un gène, une protéine, une fonction, c'est un peu simpliste. Et on parle aujourd'hui de biologie des systèmes, parce que même quand on regarde une protéine, comment elle fonctionne, ben, comment dire, elle fonctionne dans un contexte biologique, dans un contexte physiologique qui est beaucoup plus complexe. Et on sait que les gènes interagissent entre eux, soit directement, soit à travers les protéines qui synthétisent, et peuvent avoir des synergies, des antagonismes, des régulations fines avec de l'inhibition, etc. Et donc, actuellement, plutôt que d'avoir un jeu de Lego avec on va rajouter des briques, on va rajouter des groupes de briques qui sont cohérents entre eux. Et alors, comme vous êtes ici à une école d'ingénieurs, je voudrais vous faire bien comprendre que cette notion de biologie synthétique, ça va sortir des laboratoires de recherche et ça va passer à la phase industrielle, alors peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années. Et donc la création d'êtres biologiques nouveaux va se faire un petit peu comme on crée aujourd'hui des produits industriels. Et un des concepts qui est mis en avant actuellement et qui se développe dans un certain nombre d'unités de recherche, eh bien, c'est la création d'une cellule à minima qui va servir un peu de châssis de base, châssis sur lequel on va rajouter ensuite des modules. Alors, je m'explique, cette cellule minimale, vivante, on estime qu'il faut environ 300 gènes pour la faire, on a repéré à peu près lesquels, c'est essentiellement ce qu'on appelle les housekeeping genes, c'est-à-dire les gènes de ménage qui permettent la respiration cellulaire et un certain fonctionnement. Et donc, on va concevoir comme ça un bloc d'ADN qui va contenir la collection de gènes nécessaires pour qu'une cellule soit vivante. Et on va mettre ça dans des membranes artificielles et ce nouvel être vivant va pouvoir se développer, se reproduire. Et sur ce châssis, on va rajouter des modules, des options, entre guillemets, qui seront, eux, des groupes de gènes qui vont permettre, je ne sais pas, une synthèse d'un groupe de protéines ou assurer une fonction, etc. Et donc, quelque part, on sera comme dans l'industrie aujourd'hui, quand on fait une voiture, comme on en a parlé tout à l'heure, bon, vous avez 4 roues, un moteur, un châssis, puis après, vous avez les options, la couleur de la peinture, l'autoradio, etc. Et bien là, ça sera un petit peu pareil. En fonction de ce qu'on voudra faire, et en fonction de ce qu'on voudra obtenir comme fonction pour cette nouvelle machine biologique, eh bien, on rajoutera sur le châssis les pièces que l'on veut. Éventuellement, d'ailleurs, on créera un certain nombre de modules pour arriver au but que l'on s'est fixé. Et là, j'attire encore l'attention des ingénieurs que vous êtes, parce que je pense que justement ces modules qui vont être rajoutés, y compris le module de base d'ailleurs, seront l'objet d'intenses recherches et d'innovations permanentes. Ils feront l'objet de brevets. Et on va avoir une évolution des connaissances et des outils, des pièces détachées qui nous seront mises à disposition pour construire notre objet. On verra une évolution phénoménale dans, je
pense, dans le siècle qui vient, un petit peu comme on a pu voir l'évolution des microprocesseurs qui sont de plus en plus performants dans le monde de l'électronique. Je vais parler aussi d'une notion, alors là qui est encore un petit peu très théorique, qui est la xénobiologie et qui fera partie certainement de la biologie synthétique. Alors c'est quoi? C'est l'idée d'utiliser un code génétique différent du code génétique entre guillemets naturel. Vous savez que notre code génétique est constitué de 4 lettres, 4 nucléotides, l'adénine, la guanosine, la cytosine, la thymine, les fameux ATGC, et que c'est l'enchaînement de ces lettres qui vont définir une séquence d'ADN et être spécifiques d'un gène, d'une espèce, etc. Eh bien, d'aucuns ont imaginé d'utiliser d'autres nucléotides, et au lieu d'utiliser de l'ADN, on va faire de l'AHN, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du désoxyribose, on va utiliser comme sucre de l'hexose, donc ce sera de l'acide hexonucléique. Même chose avec le tréose, donc l'acide tréonucléique. Et d'aucuns ont imaginé qu'on pourrait déjà construire une douzaine de nucléotides comme ça, ce qui va nous faire un code génétique nouveau, différent de ce qui existe dans la nature, un code génétique alien, comme l'appellent certains, et qui, soi-disant, ça reste encore à prouver, ne serait pas intégrable dans les génomes naturels. Donc il n'y aurait pas comme ça de risque d'interpollution. Et ce génome, ce nouveau code génétique pourrait s'accompagner également d'ailleurs de nouvelles protéines avec de nouveaux acides alpha-aminés. Alors pourquoi faire compliqué quand on a déjà quelque chose qui marche plutôt bien et qu'on ne maîtrise pas encore complètement? Eh bien c'est qu'il y a un aspect, semble-t-il, écologique qui pourrait être intéressant, et puis aussi une diversité du message, du codage qui serait encore plus importante. Quand on voit la diversité que l'on peut créer avec les 4 petites lettres et les codons de 3 paires de bases qui donnent le code génétique actuel, avec 12 nucléotides, évidemment, on aurait un choix encore beaucoup plus grand, une plus grande variabilité dans la richesse du message porté. Alors, je vous dis, ça c'est encore un peu de la science-fiction. Alors les applications. Les applications, elles sont immenses. Hein. En 18 minutes, je ne pourrais pas vous en parler, je vais vous donner des grandes lignes. Mais en gros, tout ce que vous pouvez imaginer, ça pourrait peut-être se faire. Il faut garder ça en tête. Dans la mesure où on va pouvoir créer de nouvelles molécules, de nouvelles fonctions biologiques, de nouvelles formes de vie. Il faut bien comprendre que la biologie est en train de suivre l'évolution qu'a connue la chimie, qui s'est développée au siècle dernier. La chimie organique, c'est une science qui est née de la compréhension de la chimie naturelle, l'hydrogène, le carbone, etc. Ça se combine, ça fait des tas de trucs. Et à partir de ces connaissances, de ces lois de la chimie, l'homme a su inventer de nouvelles molécules qui n'existent pas dans la nature, en faire des médicaments, en faire du nylon, en faire des tas de trucs. Et ben, pour la biologie, ça sera pareil. On va pouvoir imaginer de nouvelles molécules vivantes, mais qui n'existent pas dans la nature. On pourra les redesigner. Ça se fait déjà un petit peu. Hein. Je peux vous dire qu'on a déjà des protéines de fusion, des protéines qu'on utilise en laboratoire, des enzymes par exemple, qui sont issues de protéines naturelles, mais ces protéines naturelles ont plusieurs fonctions. Donc par mutagénèse dirigée, on a réussi à ne garder que la fonction qui nous intéresse. Et ça, on parle quand même de molécules qui existent dans la nature et qui sont un peu modifiées. Là, il faut bien comprendre qu'on va passer à un stade supérieur, c'est carrément faire de nouvelles molécules. Alors, ça va impacter des tas de domaines, des tas d'activités humaines. Hein. Alors, la médecine, c'est ce dont je vais vous parler dans la slide d'après, parce que vous connaissez un petit peu mieux ça, mais aussi l'élevage, l'agriculture, et puis de nombreuses autres activités industrielles, l'énergie, l'agroalimentaire, etc. Alors, une des premières applications, en tous les cas, qui est mise en avant par beaucoup de scientifiques et de chercheurs, c'est l'intérêt cognitif. Hein. Pour reprendre l'expression de Feynman, what I can't create, I don't understand. C'est-à-dire que pour comprendre un système biologique complexe, l'idée c'est de faire une bestiole comme ça artificielle, dans laquelle on va mettre un système physiologique simple, apuré des autres fonctions biologiques que l'on peut retrouver dans une cellule.
et ensuite voir déjà quand ça marche, faire varier un certain nombre d'éléments, donc jouer sur des variables et voir le comportement que peut avoir ce système biologique et ainsi améliorer la connaissance que l'on peut avoir de la biologie. L'autre chose, et ça a déjà commencé très largement avec notamment des micro-organismes transgéniques qui vont produire un certain nombre de choses, eh bien on va travailler sur des bioincubateurs pour des synthèses de médicaments, de molécules industrielles, des monomères plastiques, des fibres, des colorants, des choses comme ça, et évidemment aussi pour produire des biocarburants. Et là, on sera peut-être dans des systèmes autres que les incubateurs classiques, où vous avez en gros un milieu liquide dans lequel vous avez des micro-organismes monocellulaires qui vont sous contrôle sécréter une molécule d'intérêt, etc. Là, on peut imaginer des choses plus massives, de véritables incubateurs sur 4 pattes peut-être. Intérêt aussi pour l'écologie avec des systèmes biologiques qui seront dépolluants, hein, pour nettoyer le pétrole dans des marées noires par exemple, pour nettoyer, voire purifier des métaux lourds dont les éléments radioactifs. Plus intéressant aussi des sensors, c'est-à-dire des sortes de systèmes biologiques qui vont détecter un polluant, voire même permettre son traitement en direct, mais au moins nous donner un signal, qui peut être magnétique ou autre. C'est également des systèmes qui peuvent transformer la biomasse. Hein, on a parlé tout à l'heure de méthanisation. Il est clair qu'on va pouvoir, avec des systèmes biologiques beaucoup plus performants, améliorer les rentabilités de transformation de la biomasse. Fixation du carbone, il faut savoir qu'il y a déjà des microalgues qui fixent du carbone. Donc avec un peu de milliard de carbone, c'est la photosynthèse. Donc il y a tout un tas de choses qui pourraient se développer. On parle aussi de biocomputers, c'est-à-dire que bon, déjà le cerveau en lui-même c'est un ordinateur vivant qui est loin d'être connu. Le jour où on comprendra un peu mieux comment ça marche, on pourra peut-être imaginer des biocomputers, mais en tous les cas il y a déjà des gens qui travaillent sur des systèmes d'interaction entre les cellules, de passage de signaux et d'en faire d'organiser ce réseau de cellules pour en faire des outils de calcul. Alors, ce ne sont pas des choses très simples, mais on est sur cette voie-là. Il y a également des appareils photosensibles, c'est-à-dire ce seraient des appareils biologiques, hein, j'entends, qui seraient photosensibles et en fonction de signaux lumineux pourraient sécréter ou arrêter de sécréter des éléments à la demande et qui pourraient être réglés comme ça. En ce qui concerne la médecine, excusez-moi, donc bon, il y a pas mal de choses qui existent déjà, notamment la synthèse de biomédicaments. Je reviens sur l'idée de nouvelles molécules, parce que ça va être, je pense, comparable à ce que la chimie organique a pu faire ces années passées en termes de nouveaux médicaments. Hein. Il y a beaucoup de médicaments que vous absorbez aujourd'hui qui sont issus de la chimie organique, de la chimie synthétique. Eh bien, on va connaître le même type d'évolution et d'événements à partir de molécules vivantes qui seront complètement conçues de novo. Pareil pour les vaccins. On aura des vaccins plus efficaces, avec moins d'effets secondaires, plus ciblés, etc. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont largement développées actuellement. Plus intéressant, ça sera la fabrication d'organismes vivants thérapeutiques. Et on pense en particulier à des virus ou à des bactéries. Par exemple, des virus qui vont aller tuer des bactéries ou des parasites. Et ça, c'est une piste qui est ancienne aussi, on revient un peu à ce que vous disiez, monsieur, qui ressort actuellement comme notion face à la résistance aux antibiotiques, due là aussi à un excès d'utilisation de ces médicaments. Et donc vous avez des bactéries, des parasites qui sont multirésistants, et vous pouvez leur donner ce que vous voulez, ils résistent, ils ne meurent pas, ils se développent, et ils se développent d'autant plus qu'on va rajouter des antibiotiques pour essayer de les tuer. Eh bien, la manière de faire, c'est d'imaginer un autre système, c'est des virus qui sont ciblés pour aller se coller sur ces bactéries, ces parasites, et les détruire.
Et donc là, il y a toute une technologie qui commence à se mettre en place et qui paraît très prometteuse et qui sera certainement une des voies majeures de supplémentation, de suppléance pardon, des antibiotiques. Et puis on a la même chose, virus ou bactéries, pour aller cibler des cellules humaines, par exemple des cellules cancéreuses proliférantes. Donc là aussi, ce seront des chevaux de Troie qui vont arriver, qui seront designés pour aller cibler les cellules cancéreuses données, cancer du côlon, cancer du sein, etc. Et qui vont aller apporter dans ces cellules soit une molécule tueuse, un médicament, un produit chimiothérapique ou des éléments radioactifs qui vont détruire la cellule, soit, dans le cas du virus même, le virus, par sa physiologie propre, crée la lise de la cellule, un peu comme vous avez une hépatite, qui est un virus qui va venir dans vos cellules hépatiques et les liser, les détruire. Et bien, on peut imaginer aussi des outils un peu comme ça pour détruire des cellules cancéreuses. Et ça, c'est aussi des voies très très prometteuses et particulièrement efficaces. Autre notion qui se développe aussi sont là des biosensors qui vont pouvoir, peut-être en collaboration avec mon ami Salin et CRFID, permettre de détecter un état physiologique anormal, mais mieux que ça, répondre par une thérapeutique adaptée à des changements de physiologie. Je m'explique. Par exemple, chez un diabétique, on peut imaginer des implants sous-cutanés, créés artificiellement, donc, qui vont mesurer en manière constante la glycémie de la personne, et dès que cette glycémie arrivera à un certain niveau, relarguer de l'insuline, par exemple, pour ramener cette glycémie à un taux acceptable. Même chose chez les goutteux. La goutte, c'est une maladie qui est due à un excès d'acide urique qui se dépose dans les articulations, classiquement sur le gros orteil, qui fait très très mal. Eh bien, on peut imaginer un suivi d'acide urique dans le sang par ces biosensors, et dès que le taux d'acide urique arrive à un taux important, eh bien, le biosensor va relarguer des enzymes, éventuellement designées à cet effet, pour détruire, cataboliser l'acide urique, et donc ramener ce taux à un taux acceptable. Alors, il y a une chose qui existe peut-être déjà, c'est le biodopage. Moi, j'ai un labo d'expertise en génétique pour la justice, et j'ai été sollicité il n'y a pas très longtemps là-dessus, car dans certains pays où la démocratie est imparfaite, certains sportifs de haut niveau ont des performances un petit peu étonnantes, et on se pose la question de savoir s'ils n'ont pas reçu des bioimplants qui crachent naturellement de l'EPO notamment, et qui est indétectable par les systèmes actuels de vérification donc de dopage. C'est des choses très certainement qui vont se faire. Il faut savoir que c'est un petit aparté, le CRIB utilise beaucoup la biotechnologie. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en Bolivie et dans les Andes, les cartels de la drogue utilisent maintenant des arbres transgéniques pour produire de la coca, qui produisent plus de cocaïne par feuille et qui en plus sont résistants aux défoliants américains. Donc ces gens-là n'ont pas attendu le progrès, ils le prennent en route. Alors, une autre chose qui est... Alors, peu de gens en parlent, mais moi je suis persuadé que ça va se faire, ce sont des organes artificiels qui seront conçus in vitro. Vous savez que, bon, la population vieillissante, on est de plus en plus confronté en médecine à un besoin d'organes pour changer, faire un échange standard de pièces qui commencent à être défectueuses. C'est les reins, c'est le cœur, c'est le poumon, c'est le foie, etc. Alors, on imagine, bon, il y a les dons. D'aucuns ont imaginé aussi de créer des animaux transgéniques qui seraient compatibles, et réellement une équipe particulièrement performante qui travaille là-dessus, des cochons transgéniques qui pourraient être, les organes pourraient être transplantés chez l'homme. Mais quand on aura bien décrypté tous les mécanismes de l'embryogénèse, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on construira de manière industrielle, normée, standard, des organes dans des usines dédiées à ça.
Ces organes seront compatibles avec n'importe quel être humain, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de faire un cross-match, un test de compatibilité donneur-receveur. Et quand vous aurez un rein de flingué, vous verrez chez le concessionnaire, le chirurgien me dira bon, on va vous mettre un rein, etc. Vous collez. Je ne dis pas que ces organes ont la même forme que nos organes actuels, mais ce seront des outils fonctionnels qui vont permettre de purifier le sang, ou de faire circuler le sang, ou de respirer, ou d'assurer une synthèse comme un foie. Donc ça, c'est un avenir à peu près certain. Donc vous voyez, ça laisse beaucoup d'espoir avec les alcooliques, qui pourront changer de foie régulièrement. Donc voilà, c'est quelques exemples. Je ne suis pas exhaustif, mais je vous donne quand même des pistes qui sont très probables, et en tous les cas très prometteuses. Alors, qu'est-ce que je voudrais aussi vous dire en message peut-être final, c'est la chose suivante, c'est que je suis personnellement persuadé que nous vivons aujourd'hui une phase historique dans l'humanité. Et je reprendrai pour ça des propos qui ont été tenus et écrits d'ailleurs par un monsieur qui s'appelle Jeremy Rifkin, c'est un essayiste américain. Il a écrit plusieurs bouquins, dont un qui s'appelle Le siècle biotech. C'est un bouquin qui a déjà 10 ans, mais je vous conseille de le lire parce que c'est encore très vrai ce qu'il raconte et très intéressant. Et il dit quand l'homme a maîtrisé le feu, il a appris à maîtriser la matière et donc à créer des objets. Et quelque part, l'aboutissement de ça, c'est notre civilisation d'aujourd'hui. Et alors, on est en train d'apprendre à maîtriser la vie. C'est-à-dire que quelque part, on a un nouveau champ d'investigation pour créer de nouveaux objets. Je vais un peu les propos de Michael Salin. Je ne sais pas où ça va mener, mais en tous les cas, c'est clair, l'humanité vient d'acquérir une nouvelle technologie et qui sera très impactante dans le futur. Il y a des risques d'utilisation néfaste de ces technologies, et celle moi qui me fait le plus peur, c'est la guerre biologique, parce que autant la physique thermonucléaire, bon, c'est pas facile à mettre en place, il faut une infrastructure lourde, il faut des tas de gens intelligents. La biologie, c'est assez simple. Hein. Vous faites du botulisme dans votre garage, dans une simple casserole, et déjà vous pouvez empoisonner une ville entière. Et donc il y a maintenant ce qu'on appelle des biohackers, je ne sais pas si vous entendez parler de ça. Donc il y a des gens qui, dans leur garage, commencent à bricoler des petites bestioles en rajoutant un gène ou deux, et là, sans contrôle, on ne sait pas trop la philosophie qu'anime ces gens, et j'y vois un grand danger, d'autant plus si c'est organisé par un État qui veut se doter d'armes comme ça, très dangereuses et massives. Il y a des problèmes écologiques aussi, évidemment. D'abord parce que c'est vrai, on a acquis beaucoup de connaissances dans la génétique et dans la compréhension de la biologie. On n'a pas encore tout compris. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les 10 années, les 20 années qui viennent de passer, on a appris à lire, et on sait lire à peu près un bouquin. Et le bouquin, c'est un bouquin de philosophie, je ne sais pas si vous avez compris encore tout le sens qu'il y a derrière. Donc c'est un petit peu ça l'image qu'il faut garder. On ne connaît pas encore tout, et même dans les systèmes biologiques, on ne connaît pas toutes les interactions, et voilà, il faut quand même être prudent. Et l'autre chose, c'est que si on crée des organismes comme ça, des nouveaux, qui n'ont pas été le fruit d'une évolution, d'une coévolution avec le reste de la nature, on peut quand même se poser la question de comment va se comporter cet organisme si par hasard il est lâché dans la nature. Évidemment, il y a des problèmes éthiques, donc, et je finirai là-dessus. D'abord, quelle finalité accepterons-nous, jusqu'où voudrons-nous utiliser ces objets biologiques? Dans quelle mesure on peut jouer avec la vie alors qu'on ne connaît pas encore tous les mécanismes de régulation d'une cellule? Pour moi, personnellement, plus questionnant, si j'ose dire, c'est jusqu'où peut-on humaniser un être biologique nouveau? Je vous l'ai dit, c'est un jeu Lego, on va prendre des pièces ici et là, on va les mettre ensemble et on va faire un nouveau truc. On peut prendre des gènes humains, on va prendre d'ailleurs beaucoup de bactéries transgéniques, de mesures transgéniques, ont intégré un gène humain, vous produirez
Là, il y a un vrai problème, il faudra quand même savoir s'arrêter, je pense. Et puis il y a une dernière chose, et ça c'est un problème qui se pose déjà avec les OGM, qui doit décider qui doit contrôler ce que l'on veut faire de cette nouvelle technologie. Le citoyen, le scientifique, un peu les deux. Il y a un problème d'information, de compréhension. Quand je vois les débats sur les OGM, je suis effaré par l'ignorance des gens qui en parlent. Et des fois d'ailleurs ils parlent de faux problèmes, ils ne voient pas les vrais, en plein tort. Ça, c'est un peu je pense que c'est important que le citoyen puisse donner son politique, puisse donner le là, mais pour ça, il faut qu'il soit bien informé, qu'il soit cultivé dans le domaine de la biologie. Le scientifique, lui, il va avoir un frontal bien développé, il voit toujours le bon côté des choses, il est optimiste et il est heureux. Il ne voit pas toujours d'autres problèmes que l'on peut évoquer. Par contre, c'est un sachant. Donc lui, il est aussi en mesure de répondre à des questions sur les risques et les non-risques, etc. Les solutions à apporter à certains risques. Et donc je pense qu'il faudra qu'il y ait un vrai débat, c'est un débat de société, où il faudra éviter les ostracismes d'un côté et de l'autre, il faudra éviter aussi l'ignorance qui est une source de non-progrès, et en même temps savoir maîtriser ce progrès. Donc je reviens un peu à votre intervention, monsieur. Peut-être pas aller trop loin non plus, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Je terminerai là-dessus. Merci.